Sénatrice Audet. Madame la Présidente, moi, Audet Inototesiwa, le peuple Anishinaabe, et bien sûr, honorables sénatrices et sénateurs, j'interviens aujourd'hui pour vous parler du projet de loi C-226, la loi concernant l'élaboration d'une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu'à s'y attaquer et à faire progresser la justice environnementale. Mais avant d'aller là, j'ai fait mes devoirs pour comprendre cette définition, d'où elle vient. Et ce que je comprends, c'est que ça désigne un ensemble de politiques, de pratiques, de directives environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu'elles soient intentionnelles ou non, sur certaines personnes, certains groupes et même certaines communautés en raison de leur race, de leur couleur, selon Robert Buller, qui est le père de la justice environnementale. Mais aussi en faisant cet exercice, je comprends aussi dans le discours, et je cite ici de Mme Elisabeth May lors de son discours en deuxième lecture, sur le présent projet de loi. Une des leçons que j'ai apprises en nettoyant les étangs bitumineux de Sydney avec Mme Yakimcho, c'est que nous pouvons reconnaître que les produits chimiques toxiques ne font pas de discrimination. Ils ne prêtent pas attention à la couleur de notre peau lorsqu'ils logent dans notre corps, lorsqu'ils traversent le placenta pour se rendre jusqu'aux enfants, lorsqu'ils provoquent des cancers et lorsqu'ils causent des malformations congénitales. Ils ne se soucient pas de la couleur de notre peau. Cependant, la politique publique qui expose beaucoup plus souvent les peuples autochtones et les communautés de couleur à des produits chimiques toxiques tient compte de la couleur de la peau. Elle remarque si nous sommes marginalisés ou non. Elle remarque si nous avons de l'argent ou pas. Fin de la citation. Chez les premiers peuples, le racisme environnemental se vit depuis la doctrine de la découverte, née de la bulle Romanus Pontifex 1455. Selon l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, cette doctrine, relative au concept le plus ancien de terra nullius, va consacrer le principe sur lequel tout monarque chrétien qui découvre des terres non chrétiennes ont le droit de proclamer celles-ci les siennes, comme s'il n'y avait personne. Mais ça va prendre 568 ans avant que le Vatican répudie la dite doctrine de la découverte. Alors vous comprendrez, à un niveau personnel, c'est un pas de plus pour moi vers la réconciliation, un pas significatif. Mais ce que je suis capable de vous dire aujourd'hui, en 2023, le pillage des terres, des ressources, l'enclavage, le confinement des réserves sont malheureusement encore réels aujourd'hui. Les dommages et les impacts néfastes se font sentir depuis et encore aujourd'hui. Le racisme environnemental, c'est aussi à l'origine de l'appauvrissement de nos communautés, la perte de la culture, la perte de nos us et coutumes. Ce même racisme environnemental va aussi participer à dégarnir nos frigidaires, notre garde-manger. Le racisme environnemental va aussi participer à la création de projets miniers, sans la participation ou l'accord des communautés, et malheureusement va polluer l'environnement de cette communauté, sa faune, sa flore et les cours d'eau. Mont-chez-nous, Matimekoshlak-John, Schefferville, c'est le plus grand 18 trous au monde. Mais attention, on ne parle pas de golf ici, mais plutôt de trous de mine. Et dans cette même communauté va témoigner Conrad André, que je vais retrouver dans un article de Radio-Canada le 8 juin 2022, comment ça se fait que la minière IOC va faire des milliards, mais qu'il n'y a pas un Innu ici, millionnaire. Dans cette même communauté, Mathieu André, un Innu qui est né à 50 km au nord-ouest de Schefferville, qui, lui, va découvrir dans les années 30 le premier gisement de fer, proche du lac Nob. Alors, cette découverte, ça va amener en partie le début de la ruée du fer, vers le fer, entre le Labrador et Schefferville, le Québec. Monsieur André, aujourd'hui, il est dans le pays des caribous, mais son fils, toujours vivant, lui, va raconter, toujours dans cette même entrevue, que cette découverte, le Labrador Mining,
a pu exploiter le territoire sur cette dernière et avait promis un certain montant des bénéfices qui pourraient tirer des gisements à la population et aux Inuits. Mais aujourd'hui, ils notent qu'ils n'ont jamais rien reçu. On a rencontré la minière, dit-il. On a même fini par leur dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait en donner à tout le monde si on vous en donne à vous, va répondre les gens de la minière. Alors, in Ontario, En Ontario, la Première Nation Anjinang est entourée de 50 installations industrielles dans un rayon de 25 km autour de son territoire. Ses membres sont exposés de manière disproportionnée à des substances toxiques telles que le dioxyde de soufre, le benzène, le mercure, et j'en passe. La présidente du comité local de l'environnement, qui a 34 ans, Madame Nabambin, dit qu'elle est de plus en plus frustrée de voir que sa communauté doit supporter les risques sanitaires des industries qui sont présentes dans la région. Elle a dit, très franchement, ça fait des millénaires que nous sommes ici. J'en ai assez de toujours devoir faire des compromis. J'en ai ma claque de devoir mettre en péril notre santé, notre bien-être pour le bien des autres. Elle dit que l'asthme et les autres problèmes respiratoires, ainsi que les éruptions cutanées, les maux de tête, sont des problèmes de santé qui sont très répandus dans la réserve. Selon la CBC et Louise Delisle, l'histoire de la communauté de Shelburne en Nouvelle-Écosse en matière de cancer et de maladies diverses est liée à la décharge de déchets industriels qui se trouve juste à côté. Madame Delisle a déclaré que la majorité des hommes noirs de la communauté étaient morts d'un cancer et qu'il y avait donc une communauté de veuves à Shelburne. Une carte compilée par le projet Enrich, Environmental Nauseousness, Racial Inequities and Community Health, montre des dizaines de sites d'élimination de déchets à proximité de communautés dont les populations sont en général noires ou autochtones. La carte englobe des dizaines d'histoires similaires à celle de Shelburne, c'est-à-dire une décharge, un abattoir construit près d'Afriqueville, à Halifax, à la fin des années 1700, des bassins d'effluents de papeterie à proximité de la Première Nation de Pictou Landing et d'autres décharges construites dans la communauté noire de Lincolnville, dans le comté de Guysborough. Ingrid Waldron, qui est également coproductrice du film There's Something in the Water, dit qu'il ne s'agit pas seulement de santé et de stress, il s'agit aussi d'un manque de pouvoir, du fait qu'on a implanté certaines industries dans des communautés sans consulter la population. On leur a enlevé leur pouvoir, enlevé leur voix et on les a appauvris. Elle aussi pointée du doigt pour avoir rejeté 23 contaminants dépassant les niveaux acceptables. Va en plus maintenant agrandir une zone tampon. Ça veut dire 200 habitations qui vont être démolies. On parle de familles, d'enfants qui vont devoir être relocalisés. Des Québécois, des Québécoises et bien d'autres gens. Pourquoi? Parce que la fonderie bénéficie d'une exemption de la norme québécoise d'émissions d'arsenic dans l'air, car elle est en exploitation avant l'entrée en vigueur de ces normes environnementales. Doit-on rappeler ici que les jeunes enfants de cette région ont une concentration d'arsenic dans leurs ongles 4 fois plus élevée? Faut-il rappeler qu'en 1940, dans toujours cette même région, la baignade était interdite dans le lac Ossisco, entre Noranda et Rouyn. En 1979, le gouvernement du Québec est informé des dangers de la fonderie Horn sur les enfants qui démontraient un taux d'arsenic dans les cheveux 2 à 3 fois plus élevé,
surtout dans un quartier qu'on nomme ici Notre-Dame. The same issue have been raised. Les mêmes questions ont été soulevées dans le journal officiel de la médecine familiale en août. Le résumé de cet article nous apprend que vous êtes un médecin de famille effectuant une suppléance dans le nord-ouest de l'Ontario. Votre prochain patient est un enfant de 6 ans qui souffre de fatigue chronique et de paresthésie de ses extrémités. Lors de l'examen physique, vous constatez également une déficience auditive bilatérale. Vous vous souvenez avoir lu dans les journaux qu'il y a plusieurs années, 10 000 kilos de mercure ont été déversés dans la rivière Wabigoon, polluant ainsi les eaux en aval et empoisonnant les poissons qui font vivre les communautés telles que la Première Nation de Grassy Narrows. En plus d'autres investigations, vous effectuez un test de mercure urinaire pour le patient et vous constatez qu'il présente des niveaux anormaux de mercure. Comment traiter le patient? Comment réagir à ce problème d'ampleur communautaire? Dans quelle mesure faut-il considérer que l'environnement, les antécédents et les facteurs économiques ont contribué à la présentation de ce patient? Nous savons que les communautés autochtones sont souvent les plus touchées. Lorsque le pire se produit, comme les 2 déversements de pétrole en Alberta l'année dernière, quand on était identifié des mois avant que les Premières Nations n'en soient pas informées. Survie à la dignité et au bien-être des peuples autochtones dans le monde et, évidemment, doit être mise en œuvre ici au Canada. Alors, une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental doit absolument s'enraciner dans cette déclaration et centrer la voix des gardiens et des gardiennes de ces territoires. Alors, another interesting solution are put... Une autre solution intéressante a été présentée dans le journal officiel de médecine familiale. Premièrement, en tant que prestataire de soins de santé et Canadiens, nous devons nous informer sur la véritable histoire du Canada. Deuxièmement, nous devons prendre conscience de l'existence du racisme environnemental au Canada et conformément au supplément CanMed Médecine familiale sur la santé autochtone, nous devons remettre en question les systèmes dans lesquels nous travaillons pour apporter des changements afin d'éliminer le racisme de nos politiques. On sait que les communautés racialisées sont touchées de manière disproportionnée par les risques environnementaux et que ça a de profondes répercussions sur la santé. Si nous voulons agir de façon proactive, nous devons plaider en faveur d'un changement et donner voix au chapitre ceux qui sont les plus touchés. Terminé. L'éducation est la voix du public dans la prise de décision en environnement, dans l'autodétermination des communautés, en matière de l'eau, de la production alimentaire, de la distribution de logements, de l'énergie, les transports, la Charte des droits environnementaux, doivent elles aussi s'inscrire dans une telle stratégie. Bref, le racisme environnemental, il est bien réel au Canada, comme l'a déclaré les Nations unies. Un environnement sain est un droit. Alors, donnons-nous les moyens de le contrer, de le faire progresser vers une justice environnementale. Et je vous le dis encore une fois, on ne peut pas changer l'histoire, mais on est capable, on a la responsabilité de changer notre présent, d'avoir une meilleure responsabilité pour réparer nos erreurs du passé. Et ensemble, on pourrait écrire un nouveau chapitre. Merci, sénatrice, de nous avoir amené ce débat. Alors, bien sûr, j'appuie et ensemble, je sais qu'on peut changer de petites et grandes choses. Thank you.